que j'essaie de partager, c'est le récit du passage entre la société moderne, l'ère de la modernité thermo-industrielle, et un nouveau monde qui naît de la révolution numérique. Il y a deux récits contraires qui essaient de raconter cette transition. Le premier récit, c'est le récit qui est issu de l'épicentre de la modernité, des pouvoirs en place, qui essaie de se maintenir dans la société numérique. Ce récit, c'est celui du tout numérique, du encore plus loin, encore plus fort, encore plus vite. Commence à se structurer un récit alternatif à cet effondrement programmé, qui est un récit un peu d'une nouvelle émergence, d'autre chose. Cette autre chose, d'où il vient? Il ne peut pas venir de l'épicentre de la modernité, il va venir de ses marges. Quel est l'épicentre de la modernité? Je vais résumer de façon un petit peu simpliste, mais vous le savez, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Ça vient du mental, rationaliste, des hommes, des classes de la grande bourgeoisie, des grandes villes, de l'Occident. On va dire qu'il y a 5 caractéristiques majeures. Eh bien, toutes les marges, c'est là où on va trouver des altérités à tout ça. Donc les hommes, alors, le mental rationnel, alors c'est tout l'imaginaire, la création, l'imaginaire, le cerveau créatif. Le féminin, alors je ne dis pas les femmes, mais le féminin, toute la question du genre. Des grandes classes de la grande bourgeoisie, donc on va trouver tout ce qui va être les classes populaires, donc tous les mouvements, gilets jaunes, altermondialistes, ce qu'on appelle en sciences sociales les études radicales. Des grandes villes, eh ben c'est là où justement les mouvements de fierté, ça va être dans les campagnes pour l'Europe, mais ça peut être aussi par exemple dans la nature sauvage pour l'Amérique ou l'Australie, où on a tous les mouvements de pride des peuples natifs. Hein, c'est pour ça que moi je dis, pour nous c'est les campagnes, donc Ploeg Pride. Et puis enfin de l'Occident, et donc là ça va être toutes les cultures qui ne sont pas notre culture bourgeoise, occidentale, mercantile, voilà. Et donc ça c'est toutes les études on va dire post-coloniales. Et je pense que c'est dans ces marges que se trouve l'altérité et se trouvent des réponses différentes, innovantes par rapport au centre, et c'est ça qui va créer l'émergence d'un nouveau monde. En tout cas c'est ce que je souhaite. Aujourd'hui, dans ce chaos très incertain, paradoxalement, le fait d'avancer vers un futur inconnu va de pair avec une résurgence des mémoires. C'est-à-dire, on fait une espèce de psychothérapie collective. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux maintenant pour avancer vers quelque chose de nouveau? C'est pas le passé qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse dans le futur, c'est notre projet pour le futur qui fait qu'on va aller s'appuyer sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a déjà expérimenté en tant que société. Et donc il y a des résurgences des mémoires, alors ça peut être les chasseurs-cueilleurs en Amérique, mais c'est des résurgences des mémoires paysannes sur nos territoires. Et donc les résurgences des mémoires paysannes concrètement c'est quoi? C'est que les agricultures traditionnelles ont su s'adapter à toutes les niches écologiques. Comment on peut faire ça? Ce sont des sociétés de communautés, de communs, communautés familiales, villageoises. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, on réapprend, société individualisée, on réapprend à faire du commun? C'est des sociétés aussi d'une sobriété. Alors à l'époque, elle était subie, mais justement, comment on peut vivre sobrement d'un point de vue matériel, mais de façon choisie? C'est aussi des sociétés plutôt de l'usage. On n'avait pas la propriété de tous ces biens, il y avait tout un tas d'usages. Enfin, donc il y a tout un tas de résurgence de mémoire, de recyclage des sociétés paysannes qui reviennent, qu'on peut réexploiter aujourd'hui sur les territoires. C'est-à-dire retrouver une sorte de fierté d'un passé en fait, mais pas folklorique, alternatif. Aujourd'hui, dans les sociétés rurales, en fait, on arrive à un nouvel âge de la ruralité. Je vais revenir sur ces différents âges. Le premier âge, c'est la ruralité paysanne. D'accord? Donc c'est localité, parenté, réciprocité. Donc il y a un fond, on va dire, il y a un fond rural de gens qui sont plutôt des descendants de cette société paysanne. Ensuite, la ruralité, elle est entrée, elle a été acculturée par la modernité. Là, on a la modernité industrielle, donc on va avoir souvent des fils de paysans qui sont devenus ouvriers, des fils de paysans qui sont devenus des agriculteurs productivistes. Ils étaient encore du cru. Et puis dans cette modernité, il y a une phase suivante qui est la modernité, on va dire, périurbaine, résidentielle.
Donc là, on a déjà un début de gens qui viennent d'ailleurs, voilà, mais qui travaillent en ville souvent. Voilà, ça c'est une deuxième, la ruralité moderne. Et puis aujourd'hui est en train d'émerger ce que moi j'appelle les ruralités bohèmes, c'est-à-dire de l'ère du futur. Et ces ruralités bohèmes, en général, ce sont des gens qui refusent la modernité, en tout cas qui cherchent plus ou moins à s'en sortir. Alors, en espace rural, qui sont-ils? Pour moi, je les appelle les beaux pros, ça veut dire les bohèmes prolétaires. C'est cette population de trentenaires qui voit bien que l'ascension sociale caractéristique de la modernité des Trente Glorieuses n'est plus pour eux. Et ça, c'est un des enjeux, c'est comment on fait un levain commun, en fait, entre ces différentes strates de ruraux. Vous voyez, on est dans une situation très chaotique. Quand il y a un chaos, il y a deux possibilités, soit on s'effondre, soit émerge quelque chose. Moi, je mise sur l'idée qu'on puisse faire qu'il y ait une émergence d'une société nouvelle. Mais en tout cas, dans le chaos, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas planifier, et que peut-être il faut retourner à une forme de simplicité. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et dans cette simplicité, moi je propose en fait de revenir aux besoins humains fondamentaux. Protéger les corps, protéger les cerveaux. En quantité, on a de la nourriture, etc. Mais c'est la qualité. Est-ce que ce qu'on mange est sain? Est-ce que ce qu'on respire est sain? Est-ce que la terre n'est pas polluée? Est-ce que les environnements électromagnétiques? Est-ce que notre intimité n'est pas en permanence violée par une surveillance numérique? Donc protéger les corps. La deuxième idée, c'est relier les cœurs. C'est-à-dire, on est dans une société d'individualisation, d'individualisme, voire de solitude. On n'est pas relié entre nous, on n'est pas relié avec la nature. Il y a un problème du lien très important. Et enfin, ma dernière idée, c'est donner sens. Dans les besoins humains fondamentaux, il y a des besoins de postérité. Il y a des besoins en fait de repousser la mort inéluctable et de donner du sens à notre petite existence humaine, aussi éphémère soit-elle. Et aujourd'hui, vous voyez, dans les sociétés paysannes, c'était l'homme qui croit en Dieu. Au début des sociétés modernes, c'était l'homme qui croit en l'homme. C'était l'idéal communiste, l'idéal révolutionnaire. L'homme croit en l'homme. Aujourd'hui, l'homme ne croit plus en rien du tout. Et quand on a quelques questions existentielles, on nous conseille de faire du shopping et que l'affaire devrait passer. Mais ça ne passe pas. Et donc les gens ont besoin d'avoir un sens collectif à l'existence humaine qui n'existe plus. Le récit de notre émergence n'est pas encore écrit et il s'écrira, à mon avis, par la base, petitement, mais avec, je pense, des effets papillons. La question rurale, elle n'est pas liée à la crise du Covid, elle n'est même pas liée à une crise, elle est liée justement à cette mutation anthropologique majeure. On voyait le monde comme une usine à produire et à consommer, on se regroupe. Moi, je pense que demain, on verra le monde comme un jardin d'agrément où on doit faire l'expérience de la relation.